Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis Bénédicte Maisonneuve, donc je travaille à l'IGN, donc l'Institut national de l'information géographique et forestière, et plus particulièrement au service des projets et prestations, qui assure l'assistance, enfin la maîtrise d'ouvrage, pardon, de plusieurs projets. Et donc moi, je m'occupe particulièrement des projets autour de la biodiversité et de la forêt. Et du coup, je viens aujourd'hui vous présenter le programme CARAB, le programme de cartographie des habitats naturels et semi-naturels terrestres, qui est en partie réalisé par l'IGN, mais aussi par plusieurs acteurs dont vous voyez le logo en haut de la diapositive qui est à l'écran. Donc, je vais vous présenter globalement le programme CARAB et puis je vais insister un peu plus forcément sur le moment où intervient l'intelligence artificielle dans le processus de production des données. Alors, donc le programme CARAB, il a pour mission de produire une cartographie permettant d'identifier et de localiser les habitats d'intérêt communautaire, donc c'est-à-dire les habitats qui sont définis au sein de la directive Habitat Faune Flore, donc une directive européenne, pour plusieurs raisons. La première, déjà, c'est que la France, comme d'autres pays européens, est tenue de faire un rapportage sur l'état de conservation des habitats naturels tous les 6 ans. Et donc pour ça, on a besoin de savoir où sont ces habitats naturels. Et donc c'est pour ça que le ministère en charge de l'environnement a conçu le programme CARAB. Ensuite, plus au niveau de la France, le but de CARAB aussi, c'est de fournir des éléments pour aider à la préservation de la biodiversité dans des grands projets d'aménagement, notamment pour pouvoir répondre à la séquence éviter, réduire, compenser, donc la séquence ERC, qui prévoit justement d'éviter de détruire des habitats naturels lors des grands projets d'aménagement, ou quand ce n'est pas possible, de les compenser ailleurs, et tant qu'à faire, sur des endroits où ça fonctionne bien. On peut avoir un habitat qui remplit bien ses fonctionnalités. CARAB, c'est aussi donner des outils pour les politiques publiques, notamment pour aider à la stratégie de création d'aires protégées, donc la SCAP, ou encore à mettre en œuvre la trame verte et bleue. Et puis, bien sûr, au-delà de ça, c'est globalement aider à améliorer les connaissances sur les habitats naturels. Donc, pour remplir toute cette mission, donc on a un gros programme national qui est financé et piloté aussi d'ailleurs par le ministère en charge de l'écologie et qui est réalisé par plusieurs partenaires. Donc, on trouve l'OFB, donc l'Office français pour la biodiversité, pardon. On a aussi l'unité de mixte de Patrinat, donc qui dépend du Muséum d'histoire naturelle et qui est en charge de la coordination scientifique du programme et qui aussi assure la diffusion des données CARAB. Il y a également l'IGN qui intervient, ainsi que le laboratoire EVS-ISM de l'Université de Saint-Étienne, qui sont deux producteurs de données. J'y reviendrai par la suite. Et puis, nos experts du territoire, enfin les experts naturalistes, qui sont les conservatoires botaniques nationaux, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français, selon un découpage un peu spécifique, qui n'est pas tout à fait celui des régions, mais plutôt des grandes régions écologiques. Donc, le programme CARAB, il est actuellement en cours de déploiement sur l'ensemble de la France, sachant qu'il va couvrir l'ensemble de l'Hexagone et la Corse, et les départements et régions d'outre-mer. On devrait avoir l'Hexagone qui devrait être couvert d'ici la fin du premier trimestre 2026. Pour les DROM, ça sera peut-être un petit peu plus tard, on voit comment on déploie le sujet. En termes de processus de production, donc CARAB, en fait, ça va se décliner en 3 grandes productions de données. Toutes vont être réalisées grâce au support des conservatoires botaniques nationaux qui vont fournir des données, puisqu'en fait, la donnée va être produite par modélisation, donc modélisation supervisée. Donc, on a besoin des conservatoires botaniques nationaux pour nous fournir des données d'entraînement qui permettront au modèle d'apprendre à reconnaître les différentes classes qu'il faut modéliser. Et donc, ces cartographies qu'on doit produire, elles se déclinent en 3 parties. Donc, vous avez à gauche les biotopes, qui correspondent en fait aux grandes potentialités écologiques du milieu, c'est-à-dire quelles sont les conditions d'humidité et d'acidité du sol qui vont permettre l'expression des végétations. Donc ça, c'est une première cartographie prédictive qui est faite par intelligence artificielle. On a une seconde cartographie qui est produite cette fois par l'IGN, qui s'appelle la cartographie prédictive des physionomies de végétation. Donc, on appelle physionomie en gros les grands stades de végétation, donc ils vont du stade plutôt pionnier, c'est-à-dire les végétations sur sol minéral, donc les végétations vraiment avec peu de biomasse, qui passent ensuite par les prairies, les forêts pionnières et les forêts matures. Donc, on va essayer de faire une cartographie nationale identifiant ces différentes physionomies de végétation. Donc ça aussi, c'est fait par intelligence artificielle. Et puis après, on croise les deux données pour avoir une cartographie des habitats, c'est-à-dire à la fois dans une même cartographie les conditions écologiques du milieu, ainsi que le stade de végétation qui s'y exprime.
Et en gros, c'est cette donnée finale, là, ce que vous avez en bas, qui constitue vraiment le produit final CARAB qu'ensuite on déclinera en cartographie des habitats d'intérêt communautaire et en cartographie ENIS. J'y reviendrai par la suite. Mais je vais tout d'abord vous présenter où s'insère l'intelligence artificielle dans le programme CARAB. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'intelligence artificielle, elle intervient surtout sur la production des données qu'on appelle biotopes et physionomie. Donc c'est une modélisation qui se fait selon l'algorithme Random Forest, c'est une modélisation supervisée. Et donc c'est vraiment le même processus qui est fait pour les deux cartographies, à la fois biotope et physionomie, c'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes données en entrée. Donc la partie physionomie, ça va être la première ligne que je vais vous présenter là, et la partie biotope, c'est la seconde ligne en dessous. Donc pour la partie physionomie, en fait, on va utiliser dans notre modélisation en entrée des images Sentinel-2. Donc en gros, les images Sentinel-2, hein, c'est issu d'un satellite qui revisite la Terre tous les 5 jours, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, il va nous fournir à nous des séries temporelles qui vont permettre de suivre justement l'évolution de la végétation tout au long de son cycle. Grâce à ces images sentinelles, on va pouvoir calculer différentes variables pour la partie physionomie. Donc, c'est le NDWI, NDVI et la brillance. Le NDV et NDWI vont pouvoir nous donner une estimation en fait, de la quantité de biomasse présente, avec le NDWI qui est plutôt sensible à l'humidité, ce qui nous aide bien pour discriminer certains types de végétation. Et puis, il y a la brillance qui, elle, va permettre de faire la différence entre les sols, les textures qui absorbent la lumière et ceux qui vont tendance à la refléter, notamment pour discriminer les surfaces d'eau des végétations. Donc ça, c'est pour la partie physionomie. Pour la partie biotope, on va utiliser d'autres variables, parce qu'évidemment, on va chercher à modéliser les conditions abiotiques. Donc, ce n'est pas du tout les images qu'on va utiliser, mais plus d'autres types de données, telles que notamment les données altimétriques avec le RGE-Alti, des données de météorologie, donc c'est la base Aurélie de Météo France qui est utilisée, des données de géologie avec des couches du BRGM qui ont été retravaillées spécifiquement pour les besoins du programme CARAB, et des données de pédologie qui, elles, proviennent de Soil Grids. Et donc là encore, non pas nous, mais surtout EVS ISM, nos partenaires, vont décliner plusieurs variables, il y en a à peu près une soixantaine au total, qui vont permettre de refléter quels sont les besoins de la végétation, ce qui permettra ensuite au modèle d'apprendre à reconnaître les différents types de conditions abiotiques. Donc une fois qu'on a ces variables, évidemment, il faut qu'on donne au modèle, qu'on dise au modèle comment apprendre à reconnaître les différentes classes que l'on cherche à modéliser. Et c'est là qu'interviennent les conservatoires botaniques nationaux, puisque eux, avec leur expertise du terrain, vont être capables de fournir des polygones, on travaille par polygone dans le cadre de CARAB, fournir des polygones qui vont nous dire, dans le cas de la physionomie, quelles sont les zones où on a des pelouses, quelles sont les zones où on a un peu de forêt, les zones où on a un peu de minéral, qui vont fournir des polygones d'entraînement pour chacune des classes que l'on souhaite modéliser. Et de la même façon, côté biotope, les conservatoires botaniques nationaux vont fournir des données d'entraînement correspondant à chacun des biotopes observés. Sachant que dans le cadre de CARAB, on va produire un modèle spécifique par département. Puisqu'effectivement, en fonction de là où on se situe sur la France, on ne va pas du tout avoir les mêmes biotopes à modéliser. C'est un peu moins vrai pour les physionomies, mais globalement, les physionomies ne vont pas forcément répondre de la même façon à la lumière en fonction de si on est dans une zone plus ou moins ensoleillée ou plus ou moins humide. Donc on a vraiment un modèle qui est entraîné par département dans le cadre de CARAB. Et donc forcément, des données d'entraînement qui sont produites par chaque CBN pour chaque département. Et au final, une fois que le modèle a bien appris à reconnaître les différentes classes que l'on souhaite modéliser, que ce soit en biotope en bas ou en physionomie, on va généraliser le modèle à l'ensemble du département, ce qui nous permet de produire des cartographies des physionomies ou des biotopes. Si je rentre un petit peu plus dans le détail, vous avez ici les aspects biotopes. Donc, comme je disais tout à l'heure, les collègues de VSISM vont modéliser plusieurs variables. Donc, ces variables vont être de l'ordre de la topographie et vont permettre de modéliser les données géologiques, climatiques et pédologiques. Donc, on va avoir plusieurs variables qui sont forcément calculées pour chaque département. Et après, on a d'autres variables spécifiques qui vont être aussi calculées pour s'adapter aux spécificités du territoire. Je vais prendre notamment l'exemple des départements des Hauts-de-France. Pour ces départements-là, qui sont quand même assez humides, il y a des variables spécifiques qui ont été calculées, comme par exemple la densité de canaux. Densité de canaux qui permet de mieux comprendre comment réagit le système hydrique sur place et donc de mieux discriminer les biotopes en fonction de la proximité ou non de canaux qui va du coup fortement influencer la végétation.
Donc à chaque fois, en fait, les collègues du EVSisme vont adapter leur modèle, leurs variables, en plus de l'adaptation liée aux différents jeux de données d'entraînement qui sont fournis par les CBN. Donc, dans le cadre de Carab, on va produire des variables au pas de 10 cm, ce qui fait que certaines données vont être dégradées, d'autres vont être extrapolées. Et on utilise aussi la méthode de validation croisée pour produire la modélisation. Donc au final, comme on travaille plutôt en vecteur dans Carab, toutes les modélisations vont être rasterisées et vont être seuillées de façon à ce que les polygones résultants de la cartographie des biotopes fassent tous au minimum 0,5 hectares, puisque c'est l'échelle de gestion des habitats qui est privilégiée. Vous avez ici un exemple de cartographie des biotopes, donc pour les départements de l'Indre et du Cher. On voit que globalement, on retrouve les grands ensembles. Ça fait un peu l'impression de retrouver des cartes géologiques simplifiées. Vous avez ici un zoom sur une zone du Cher. On revoit justement ces systèmes plus neutres et humides ici. Et puis en rose, vous avez les systèmes et marron, les systèmes plus acides, pardon. Alors pour la physionomie, donc du coup c'est un petit peu pareil, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aussi faire de la modélisation, donc avec 3 variables, sauf que cette fois-ci c'est les 3 mêmes variables qui sont toujours utilisées pour les modèles. Côté hygiène, on ne change pas nos variables sur la physionomie, on va juste par contre changer effectivement le jeu de données d'entraînement qui est toujours adapté au territoire, enfin au département, grâce aux données des CBN. En termes de données, donc je l'ai dit tout à l'heure, on prend les données Sentinel-2, sachant qu'on prend en particulier les synthèses mensuelles, qu'on appelle les images 3A, qui sont en fait des synthèses permettant justement d'éliminer les nuages. En prenant toutes les images de l'ensemble du mois, ils vont essayer de faire en sorte, c'est l'IA qui fait ça, faire en sorte d'éliminer le maximum de nuages pour qu'on puisse modéliser plus facilement les données. On prend une série temporelle d'une durée de 15 mois, ce qui correspond à 2 hivers et un été, tout simplement parce qu'on veut identifier des végétations plutôt humides, et donc on les identifie plus facilement en hiver qu'en été. Et en plus, des fois, l'été, quand c'est des étés très chauds et secs, on a du mal à différencier, la différence entre les prairies, les cultures et les pelouses. Donc on évite de prendre 2 étés. Et là, pareil que pour la production des biotopes, on va vectoriser nos données, on va leur appliquer un seuil. Et puis, on a une étape un peu supplémentaire qui est d'utilisation des orthophotos pour intégrer à l'intérieur d'une segmentation plus fine les résultats de l'IA qui est au pas de 10 mètres. C'est toujours pareil, là, vous avez un exemple de cartographie sur le Doubs, et puis vous avez ici un exemple plus détaillé sur le Cher, où on voit notamment la nomenclature de la physionomie qu'on arrive à produire par intelligence artificielle. Notamment avec les différences de prairies fauchées pâturées, les forêts, les formations minérales. Donc ça, c'est pour la partie modélisation, sachant que dans Carab, évidemment, on ne sort pas les données de modélisation comme ça brutes. On va s'assurer quand même qu'elles correspondent à une certaine réalité terrain. Et donc c'est là encore qu'on fait appel aux conservatoires botaniques nationaux qui vont pouvoir aller valider la donnée. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que dans le cadre de Carab, on va faire une première modélisation qu'on appelle modélisation V1, que l'on fournit aux conservatoires botaniques nationaux afin qu'ils fassent quelques jours de terrain, ce qui permettra de vérifier quelles sont les classes qui sont bien modélisées et quelles sont les classes qui fonctionnent moins bien. Et à partir de là, comme ils font du terrain, ils vont ils vont essayer, dans la mesure du possible, de faire l'acquisition d'autres données d'entraînement supplémentaires et en particulier sur les milieux qui ont été moins bien modélisés. Ça donne lieu à un deuxième jeu d'entraînement qui nous sert à faire une modélisation V2 qui, en général, améliore grandement les résultats. Nous, on le voit au niveau des métriques qu'on génère automatiquement par les modèles utilisés, mais c'est aussi confirmé par les experts qui sont en général plus satisfaits de la donnée produite en V2. Cette V2 est également analysée, ce qui permet ensuite aux conservatoires botaniques nationaux de produire une notice qui fait état de la conformité de la modélisation par rapport à leur connaissance du terrain. L'objectif étant de guider les utilisateurs dans l'utilisation des données Carab. Donc voilà un peu en gros à quoi sert l'IA dans Carab. Je vais juste terminer ma présentation pour vous parler quand même des produits qui sont générés à partir de Carab et qui ne sont pas uniquement le biotope et la physionomie qu'on ne diffuse pas directement. Puisque ce que l'on diffuse directement, ce sont plutôt la cartographie, ce qu'on appelle des habitats Carab, c'est-à-dire le croisement entre la partie des biotopes, les conditions écologiques du milieu, et
croiser avec les grands stades de végétation, donc c'est-à-dire la physionomie de végétation. Donc on fait un croisement des deux. Là, pour le coup, c'est pas de l'IA, hein, c'est vraiment du croisement de données, des post-traitements vecteurs qui permettent de faire une cartographie dans laquelle chaque polygone va avoir l'information de la potentialité écologique et du stade de végétation. Ce qui donne, par exemple, pour un polygone, l'habitat pelouse planissière sur un substrat légèrement acide et mésophile. Je précise que c'est la nomenclature détaillée, enfin simplifiée que je donne là, et pas la nomenclature fine qui est beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est un premier produit Carab qui est livré donc avec une surface minimale de 0,5 hectares. À partir de là, comme la donnée Carab, c'est une typologie du coup un peu spécifique, on va essayer de la rapprocher, enfin on va pas essayer, on va le faire, on va la rapprocher des typologies existantes, notamment la typologie EUNIS, qui est une typologie européenne sur les habitats naturels. Et donc les conservatoires botaniques nationaux font une table de correspondance qui va relier les habitats Carab à la typologie EUNIS. Par exemple, là, la pelouse planissière sur substrat légèrement acide et mésophile devient en typologie EUNIS la prairie de fauche de basse et moyenne altitude. Le même travail va être fait pour associer aux habitats Carab un habitat d'intérêt communautaire quand celui-ci existe, parce qu'évidemment, tous les habitats Carab ne donnent pas lieu à un habitat d'intérêt communautaire. Et quand c'est le cas, on associe aussi une probabilité de présence. Donc, par exemple, ici, ça serait une pelouse maigre de fauche qui a une probabilité de présence juste probable, c'est-à-dire supérieure à 50%, mais inférieure à 80%. Alors, cette donnée Carab, elle est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un programme qui est en cours de production. Donc, pour l'instant, on a 20 départements qui sont disponibles sur la France métropolitaine. Donc, ce sont des départements qui sont visualisables sur un site mis en place par Patrinat. C'est un site qui est hébergé au niveau de l'Inventaire national du patrimoine naturel, l'INPN. Vous avez le lien qui est sur la présentation, donc qui vous sera sûrement transmise, donc qui permet d'accéder à cette cartographie que vous voyez ici à droite. Sachant que là, ce sont les 20 premiers départements, et d'ici 15 jours, il devrait y avoir 24 autres départements qui seront diffusés. Et j'ajouterais que pour chaque diffusion, on associe donc une notice nationale qui explique la méthodologie de production Carab, ainsi qu'une notice départementale dans laquelle on va trouver justement l'expertise des CBN qui va pouvoir dire pour chaque classe modélisée si c'est compatible avec les connaissances du territoire, ce qui donne lieu à ce type de diagramme que vous voyez ici en bas de la diapositive sur la partie gauche, où on dit si, par exemple, ici, le biotope est bien conforme aux connaissances, même si on estime que voilà, dans certains cas, ça peut être surestimé par rapport à d'autres biotopes ou alors confondu avec un deuxième biotope. L'idée, c'est vraiment d'aider l'utilisateur à utiliser les données Carab en ayant conscience des biais qui peuvent exister à cause de la modélisation. Je terminerai par dire que Carab, il faut bien faire attention, c'est pas une donnée précise, enfin c'est une donnée précise, mais c'est pas une donnée qui va dire où sont les habitats d'intérêt communautaire au niveau de la France. C'est une donnée en fait qui est produite par modélisation d'une part, donc c'est une donnée prédictive, et d'autre part, les HIC et les habitats EUNIS sont définis par des tables de correspondance. Donc on est vraiment plus sur la potentialité de présence, ce qui nous fait dire que Carab ne peut pas être utilisé pour tout. Carab peut être utilisé comme une carte d'alerte sur la présence potentielle d'habitats d'intérêt communautaire ou d'autres habitats. Et l'idée, c'est que ça aide à identifier des endroits où des inventaires terrain pourraient être nécessaires pour certifier la présence d'enjeux de biodiversité. Mais en aucun cas, Carab doit être utilisé comme une carte précise d'un état des lieux de la biodiversité ou d'une certitude de présence d'un habitat d'intérêt communautaire. Il y aura toujours la nécessité de faire la prospection terrain pour s'assurer de la présence des habitats. Néanmoins, l'objectif de Carab, c'est déjà de donner un état des lieux global pour aider, comme je dis tout à l'heure, au rapportage européen sur la directive Habitat Faune Flore, parce que pour l'instant, on n'a pas de données sur l'ensemble du territoire, on n'a que des données partielles, notamment sur les zones Natura 2000, mais qui couvrent à peu près 30% du territoire. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Merci Bénédicte. Alors, oui, des bras sont levés. Oui, bonjour, Myriam Cross, OpenIG. J'avais une question d'une part pour savoir comment était financé et par qui était financé ce programme donc de production de données.
Et est-ce qu'il y avait un planning pour tous les autres départements qui ne sont pas encore produits? Je pense notamment à 9 départements en Occitanie. Merci de votre question. Alors, du coup, oui, Carab est financé par le ministère en charge de l'écologie. Donc, c'est au niveau de la DGALN, donc la Direction générale du logement, de l'aménagement du territoire, et j'oublie la nature quelque part. Donc voilà, c'est le ministère qui finance tout le programme. Et en termes de programmation, alors je ne l'ai pas forcément tout à fait en tête, mais effectivement, oui, on a un planning de programmation là, qui court jusqu'à la fin du programme. Donc, on sait à peu près quand est-ce que tous les départements vont être produits. En Occitanie, je crois qu'il n'y a pas forcément encore de départements qui vont être livrés là, sur les 24 qui vont arriver dans 2 semaines. Il faudra que je vérifie ça, mais globalement, voilà, on sait quand ça va être produit et vous pouvez être sûr que vous aurez des départements, a priori, pour la diffusion en avril 2025, avril ou mai 2025, il y aura des départements en Occitanie, oui, parce qu'il y en a qui sont en cours de production actuellement. Merci. Julien Camus, Société Kairos. J'ai peut-être loupé l'information, mais de combien de classes disposez-vous? Alors, des classes, alors en physionomie, on a une quinzaine à peu près de classes. En biotope, c'est énorme. Je ne sais pas préciser dans ma présentation, mais disons que les biotopes sont définis par 8 paramètres différents. 8 paramètres qui ont chacune au moins 2 modalités, quand ce n'est pas 6 modalités. Et donc, du coup, quand vous multipliez toutes les modalités par le nombre de paramètres, vous avez un nombre de biotopes qui est assez hallucinant. Donc voilà, c'est assez énorme. Mais pour la physionomie, oui, il y en a à peu près 15 différentes. Donc on a minéral, pelouse, prairies fauchées, prairies pâturées, formation et herbacées hautes, 2 classes de forêt, 3 classes de forêt, les surfaces en eau, les cultures annuelles, les vergers, les vignes et je crois que c'est à peu près tout. Bon. Et donc ma question complémentaire, c'est comment ces classes se croisent avec la base de données de l'IGN? Pardon, excusez-moi, ça a coupé, du coup, j'ai pas tout entendu. Comment vous croisez ces informations avec la base de données forêt de l'IGN? Alors, du coup, quand on modélise des forêts avec notre modèle actuel d'intelligence artificielle, on va uniquement dire si c'est du forêt de feuillus et de conifères. Et du coup, ce qu'on fait, c'est pour préciser la donnée Carab et mieux définir l'habitat, on va avoir tendance à remplacer les polygones de forêt modélisés par intelligence artificielle par la BD forêt V2 actuelle. Ce qui fait que dans la cartographie qu'on fournit en physionomie, on va avoir une partie des polygones de forêt qui viennent de la BD forêt V2 et une partie des polygones qui viennent de l'IA, parce qu'effectivement, la BD forêt étant vieille, il y a des choses qu'on loupe à cause de la BD forêt, donc on complète avec l'IA. C'est comme ça que ça se passe. En fait, je ne l'ai pas forcément précisé ici, parce que c'était un peu compliqué à expliquer rapidement. Mais dans la partie physionomie, on se sert à la fois de données IA et à la fois des données vectorielles existantes pour enrichir l'information, puisque la BD forêt, en fait, elle possède une information à l'essence qu'on n'arrive pas à déterminer avec le random forest. Donc, on ne peut pas dire si c'est du chêne ou du hêtre actuellement avec le modèle qu'on utilise. Très clair, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, une courte question? Pas de courte question, alors on va arrêter là-dessus. Bénédicte, merci beaucoup. Merci de votre intervention. Et alors, on va enchaîner maintenant avec Raïs Amin, qui est en visio aussi, qui va nous parler le couple télédétection IA pour cartographier les surfaces irriguées.